je dois vous avouer que les choses ne sont pas simples. Vraiment, entre ce triangle qui nous donne des indications et dont on constate qu'on peut se positionner un peu n'importe où l'on veut, où l'on pense, et le président de l'Ifremer qui nous dit que l'océan est invisible, moi je ne m'y retrouve pas, cher ami. Non. En vérité, lorsqu'on s'intéresse au scénario du futur pour la biodiversité, qu'elle soit terrestre, aquatique, marine, on est prioritairement guidé, je crois, par l'intérêt, par l'efficience, le profit. Qu'est-ce que nous apporte la biodiversité? Ça sert à quoi, au fond, la biodiversité? Voilà, dans le triangle qui vient d'être évoqué, si on faisait un sondage, je pense que dans l'opinion publique, c'est ce qui apparaîtrait prioritairement, malheureusement. Mais c'est comme ça. Et je voudrais à ce propos rappeler, on est tous d'accord, qu'on est les dominants sur la planète et qu'à ce titre, au-delà de nos intérêts particuliers, on a un devoir éthique du plus puissant à l'égard du plus faible. On a un devoir de respect, on a un devoir de protection, tout simplement parce que le reste du vivant, on le sait aujourd'hui, on est dominant, est devenu le plus faible. Alors, on peut rappeler à cette occasion l'objectif de la Convention sur la diversité biologique qui, en 2021, avait beaucoup d'ambition. L'objectif recommandait qu'en 2050, nous puissions vivre en harmonie avec la nature. J'espère qu'on connaîtra ce moment de grâce. En attendant, c'est un éclairage sur cette perspective que la FRB aujourd'hui a décidé de vous apporter avec une première partie intitulée donc « La nature pour la nature ». Il s'agit de considérer la valeur intrinsèque de la nature, l'intégrité de cette biodiversité, la diversité des espèces, les habitats et les processus associés. Tout un programme qui, en lui seul, à mon avis, valait bien une journée, mais on va tenter d'être synthétique. Et pour nous éclairer, deux témoins. Tout d'abord, Bernadette Banceau de Vincent, qui est philosophe, historienne des sciences et qui va nous inviter à réfléchir à l'éthique qui doit accompagner l'exploration des grands fonds marins. Bernadette, je vous propose de nous rejoindre. On posera des questions après le second intervenant. Vous pouvez mettre ma présentation. Je pense que c'est pas là. C'est pas moi qui vous guiderai dans la partie technologique. Bon. Alors, si quelqu'un peut... Ça y est, vous êtes... Ça y est, voilà. Ben, je vous remercie de cette invitation. Je ne connais rien à l'océan. Le peu que j'en ai appris, c'est en tant que membre du comité d'éthique en commun INRAE, Ifremer, CIRAD, IRD. Et nous avons été saisis par les directions de ces 4 organismes sur la question faut-il exploiter les milieux faiblement anthropisés? Et nous avons choisi les grands fonds marins comme cas d'étude particulier. Et donc, ce que je vais vous faire, c'est présenter un peu l'avis que nous avons élaboré en commun et dont j'ai été rapporteur. Et je dois préciser que cet avis a soulevé au sein même du comité beaucoup de débats et qu'il a été extrêmement conflictuel, ce qui est intéressant. Voilà. Pourquoi? Parce que la notion d'exploration de l'océan, c'est aujourd'hui l'ultime frontière dans les grands programmes de Science, the Endless Frontier, qui ont ouvert la période d'après-guerre et où il s'agit de financer la recherche et de la financer généreusement et avec toute liberté pour les chercheurs, dans la mesure où elle assure pour les États qui la financent la puissance, l'hégémonie. C'est ce qu'on appelle le modèle de la poule aux œufs d'or dans notre jargon. D'où les défis, évidemment, que pose aujourd'hui la décennie des Nations Unies,
puisque, comme vous l'avez fort bien exprimé, il y a en fait 3 visions de l'océan qui recouvrent les 3 catégories que vous avez identifiées. Les écosystèmes à explorer, ça c'est la nature pour la nature. Les ressources à exploiter, c'est la nature pour la société. Et les écosystèmes à préserver, c'est plutôt la nature comme culture, semble-t-il. Et ce que nous avons élaboré au sein de notre comité, c'est que cela pose 2 questions principales. La première, c'est quels sont les risques de l'exploration? Est-ce que ça remet en question la valeur intrinsèque de la connaissance? Les risques de l'exploration, on les connaît, c'est que dans la perspective nature pour la société, il y a des ressources minières très précieuses, surtout pour la transition écologique, dans les grands fonds sous-marins. La deuxième question, c'est quel statut juridique donner à l'océan pour le protéger? Donc je commence par la première question. Il s'agit de discuter, est-ce qu'il faut ou non explorer, étant donné que la valeur de la connaissance, l'exploration des grands fonds est un bien. Et ce que nous avons posé en premier principe, c'est qu'il faut avant toute chose démêler les enjeux de l'exploration pour chacun des acteurs de la connaissance. En effet, dans un programme de recherche, il n'y a pas que des chercheurs. Il y a des bailleurs de fonds, ça vous êtes bien placés pour le savoir. Et ces bailleurs de fonds, ça peut être soit des gouvernements, soit des industriels. Et en plus, il va y avoir, en fonction des connaissances acquises, des réglementations, soit des réglementations pour la pêche, soit des réglementations pour l'exploration, etc., etc. Donc, quels peuvent être les enjeux de la recherche? Eh bien, ça peut être collecter des données, l'acquisition de données. Ça peut être mieux comprendre le fonctionnement des océans, notamment pour le climat. Ça peut être utilisé et exploité. Ça peut être aussi alerté et préservé, ce qui a été la fonction des chercheurs depuis le début du GIEC en particulier et de l'IBPS. Ça peut être imiter le fonctionnement de la nature, notamment dans le biomimétisme ou le géomimétisme, informer, enseigner, agir, légiférer. Donc, ce qui est le point principal, c'est qu'il faut distinguer la valeur de la connaissance et les conséquences de son acquisition. Dans notre culture occidentale, la connaissance a une valeur intrinsèque depuis le siècle des Lumières. Elle est considérée comme la connaissance, comme la condition de l'émancipation, la condition de la liberté, la condition de l'autonomie. Ok, ça c'est très bien. Mais le problème, c'est que cette connaissance, eh bien, il faut l'acquérir et que dans le régime actuel de fonctionnement de la recherche, eh bien, les acteurs sont multiples et les conditions d'acquisition de la connaissance posent problème. Ça a déjà été largement débattu dans le cadre de la connaissance biomédicale, notamment lors des procès de Nuremberg. On ne peut pas acquérir des connaissances biomédicales à tout prix en sacrifiant des prisonniers ou en sacrifiant des gens, etc. Voilà. C'est très, très débattu aujourd'hui pour la recherche spatiale. Et c'est également très débattu aujourd'hui sur la géo-ingénierie. Voilà. Donc, quelle est notre position sur qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on a beaucoup développé depuis quelques années, notamment au sein de l'INRAE, mais aussi de l'IFREMER et du CIRAD, ce qu'on appelle la culture d'impact. C'est-à-dire qu'avant de se lancer dans un programme de recherche, eh bien, il faut évaluer les impacts que ça va avoir et que ça peut constituer une partie de l'évaluation des projets de recherche, d'évaluer les risques et les bénéfices. Or, on sait que les grands fonds marins sont des milieux difficiles d'accès qui mobilisent des équipements coûteux. J'entends coûteux au double sens, coûteux pour financièrement,
donc pour le contribuable dans le cas de la recherche publique, mais aussi coûteux en énergie, ce qui pose problème dans la période de transition. Par ailleurs, ça met en jeu des partenariats publics-privés qui sont extrêmement favorisés aujourd'hui par toutes les politiques de recherche, non seulement en Europe, mais dans le monde, d'où le risque que l'exploration conduise à l'exploitation et qu'elle ait une visée d'exploitation. Risque, bien entendu, de la perturbation irréversible du milieu, à la fois pour la biodiversité, mais aussi pour le climat, puisqu'on connaît quel est le rôle très important du climat dans les grands cycles du carbone. Enfin, on sait aujourd'hui, et malheureusement, c'est une des raisons de l'engagement des chercheurs, on sait que l'acquisition des connaissances et les alertes sur la fragilité des écosystèmes et notamment de l'océan ne conduisent pas toujours à des mesures politiques et que l'inaction politique montre que la connaissance n'est pas forcément une raison pour s'émanciper ou en tout cas pour agir de manière rationnelle. Voilà. Ce qui est l'un des problèmes. Donc la balance risque-bénéfice est non concluante. Et en témoigne la diversité des prises de position sur l'exploration de la zone économique exclusive, avec des pays comme la Norvège favorables à l'exploration en vue de l'exploitation, la France et le Portugal qui ont prohibé cela, le moratoire conditionnel d'autres pays ou les codes miniers au cas par cas poursuivant les dorsales explorées. Donc ce que nous proposons pour les grands fonds marins, c'est un focus sur les valeurs en jeu dans la recherche. C'est-à-dire non pas une approche éthique conséquentialiste en termes d'impact, mais plutôt une approche éthique qui repose sur quelles sont les valeurs que nous voulons prioriser. Et ce que nous recommandons, c'est rassembler tous les acteurs de la recherche pour ensemble expliciter en toute transparence, et l'accent est mis sur la transparence, les enjeux de la recherche, non seulement au début du lancement d'un projet, mais tout au long du suivi d'un projet. Donc, conditions de transparence et d'éventuelles remises en question si on voit que ça bascule du côté de l'exploitation, par exemple, quelque chose comme ça. Nous proposons de hiérarchiser ensemble, tous les acteurs de la recherche embarqués dans un projet, les priorités en établissant une échelle commune de valeurs qui doit orienter la recherche, c'est-à-dire de décider. Et nous proposons de placer en haut de l'échelle des priorités l'objectif de ménager la biodiversité et la géodiversité. Nous sommes très sensibles au fait que l'enjeu biodiversité n'est pas le seul, surtout dans le cas des grands fonds marins. La géodiversité est extrêmement importante. On sait aujourd'hui qu'il y a des métaux rares, qu'il y a des espèces, j'allais dire, de la classification périodique de Mendeleïev qui sont menacées par les impératifs de la transition écologique. Donc, nous avons choisi quand même une approche qui favorise plutôt la nature pour la nature. Quant au statut juridique des grands fonds marins, eh bien, 3 options sont envisageables. Soit considéré comme patrimoine commun de l'humanité, ce qui est le statut actuel, soit envisager l'océan comme un patrimoine commun de la Terre, ce qui est un statut à inventer, ça n'existe pas, soit le considérer comme personnalité juridique, ce qui est un statut à étendre aux grands fonds marins, mais qui existe déjà localement. Le premier, donc, vous le connaissez, c'est le patrimoine commun de l'humanité, dont l'origine remonte à une fameuse session de l'ONU en 1967. Il a été proposé par Harvey Pardo. Et les fonds des mers et des océans, ainsi que leur sous-sol, au-delà des limites des juridictions nationales et les ressources de la zone, sont le patrimoine commun de l'humanité. Cela s'inspire du droit des communs, qui est un droit qui porte que les communs sont non appropriables et que les ressources des communs sont inaliénables.
Donc, c'est déjà une mesure de protection. Les objectifs, donc, c'est de constituer les grands fonds marins en bien commun de l'humanité, encadrer l'exploration et l'exploitation potentielle des ressources. C'est ce qui se fait actuellement grâce à une gouvernance collective, en particulier l'UNCLOS et le Biodiversity Beyond National Jurisdiction, qui essaye de faire ça, et surtout le travail de l'AIFM comme autorité centrale qui délivre des autorisations d'exploitation. Les difficultés que ça pose, enfin je dis difficultés, mais la balance que ça fait, c'est que les grands fonds marins sont résolument traités, c'est dans le droit des communs, les communs sont traités comme des ressources. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans la perspective nature pour l'humanité, si je traduis dans le Et l'ironie de la chose, c'est que les grands fonds marins, qui sont encore une des rares zones de la planète qui est faiblement anthropisée, je dis faiblement parce qu'elle est déjà en fait anthropisée, mais faiblement, eh bien, en faire le patrimoine de l'humanité, je trouve ça un peu ironique. Et c'est quand même... Donc c'est ça qui nous a poussé à envisager d'autres perspectives, notamment la perspective de... Attendez, il faut que je revienne en arrière. De patrimoine commun de la Terre. L'origine de cette idée, c'est ce qu'on appelle le Wide Law. C'est un mouvement porté par des juristes pour une reconnaissance formelle de la relation réciproque entre les humains et la nature. Et la Terre, dans cette perspective, est considérée comme un habitat non seulement pour des humains, mais habitat pour toutes sortes d'espèces que j'appelle autres qu'humains, notamment des espèces vivantes, mais aussi des espèces minérales. J'insiste sur le caractère étendre aux minéraux. L'objectif, c'est de protéger les écosystèmes. Les moyens, c'est réviser le droit de propriété, et c'est en cours, et instaurer un droit d'habiter la Terre. Le problème que ça pose, c'est que les océans ne sont pas habités par des humains, et qui seront les porte-paroles des autres qu'humains. L'océan comme sujet de droit consiste à étendre aux grands fonds marins ce qui est déjà mis dans la constitution de certains pays, la Bolivie, l'Équateur, puis pour certaines fleuves, l'Ouganda, la Nouvelle-Zélande. Ça consiste à constituer des lieux en personnalité juridique, ce qui renverse complètement le droit romain fondé sur un partage strict entre nature et humanité. Les objectifs, c'est de protéger les écosystèmes. On est là dans une éthique du soin, de défendre les intérêts des communautés terrestres. Les moyens, c'est d'ériger l'océan en propriétaire de lui-même. Et les procédures en cours aujourd'hui, ce sont des recours juridiques pour identifier les responsables des dommages et des compensations. D'où, en résumé, notre projet a fait ni recommandation ni guide de bonnes pratiques, mais il offre plutôt aux organismes des pistes à creuser comme matière à penser. Le message que nous voulons vraiment transmettre, c'est que les innovations sociales et juridiques sont importantes autant que les innovations techniques. Il s'agit d'inventer des dispositifs de délibération démocratique, d'inventer un nouveau droit et de jouer sur les fonctions pédagogiques et symboliques du droit pour changer les mentalités à l'égard des océans. Je vous remercie de votre attention. Je pense qu'il y aura pas mal de questions à poser suite à votre intervention, mais comme je l'ai indiqué, on le fera après la seconde intervention. Le thème de cette seconde intervention, c'est l'impact de l'activité humaine sur la taille corporelle des poissons. C'est ça. C'est ça. Tant mieux. Tant mieux. Et c'est Tom B. Le Tessier qui est chercheur à l'Institut de zoologie de la Société zoologique de Londres.
voilà, c'est ça également, donc tout va bien, qui est membre actif du groupe de la FRB CESAB pélagique. Je vous remercie de nous éclairer. Merci beaucoup. Et merci beaucoup tout le monde pour l'opportunité à intervenir aujourd'hui. Moi, je suis d'origine de la Norvège, donc je me sens un peu coupable après la présentation, là. Mais je suis moitié français, et c'est pour ça que c'est un plaisir de pouvoir intervenir dans ma langue, qui est en fait ma deuxième langue maternelle. Et sur ce travail, donc, qui concerne l'impact des activités humaines sur la taille des poissons. Qui a été donc supporté dans le cadre de l'FRB bien généreusement, et que j'ai terminé avec mes collaborateurs où on était basé au CESAB il y a quelques années déjà. Et ces travaux ont été publiés récemment dans Science, il y a quelques mois déjà. Nous avons également bénéficié d'une belle couverture médiatique, une partie avec la couverture du Temps, la première page en Suisse, et aussi un article dans l'IBO. Voilà. Au cours des 10 dernières années, j'ai utilisé des caméras stéréo appâtées pour faire un recensement des écosystèmes marins. Et les caméras appâtées, comme on les appelle les BROVS, que vous voyez là, celui-là est déployé au large dans l'habitat, ce qu'on appelle l'habitat pélagique. Et c'est un principe simple. Il y a un appât et 2 caméras en stéréo. Et l'appât, c'est cette boîte-là, elle contient du hareng ou un poisson un peu en bouillie, quoi. Et on le laisse à tremper pendant 1 ou 2 heures. Et les poissons, ils sont attirés, et on peut, une fois qu'on a retiré le système, on peut les identifier, les compter et voir leur taille. Et donc cela, c'est un déploiement pélagique, mais aussi on peut les déployer sur les fonds. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'habitat benthique. Et c'est pas que celui-là a été déployé, bon, ça c'est des environnements dans les tropiques, mais là j'ai déployé ça ça c'était la côte de Norvège, donc c'est pas que des sites tropicaux glamour. Et la preuve de l'efficacité de cette méthode, on la voit dans la diversité des espèces et de leur taille, qu'on vous faire une idée ici. À gauche, vous avez des exemples des habitats pélagiques, et à droite, des habitats benthiques. Et il y a vraiment une grande diversité qu'on arrive à enregistrer. Alors là, par exemple, vous voyez un requin blanc, là c'est un requin tigre, là c'est un banc de carangues, ici c'est des ludgents. C'est vraiment une grande diversité, ce qu'on voit qui sont attirés par ces systèmes et par les appâts. Et donc ça, c'est vraiment l'information écologique de base pour pouvoir comprendre l'impact humain et l'efficacité des interventions de conservation. C'est combien, who, what, where, comment on dit en anglais, and how big. Et pour illustrer ce point, l'abondance des requins a fait l'objet d'un de nos articles récemment dans PLOS Biology. Et un petit décalage là. Et on avait démontré que l'éloignement au centre d'activité humaine, donc ici c'est une ville et ici c'est vraiment en distance, à 1500 km, il faut à moins 1200 km pour avoir des abondances pristines de requins. Donc toute cette région-là, qui est accessible aux villes, les requins sont pêchés. Donc c'est vraiment
avec ces données-là, on arrive vraiment à voir les conséquences des pêches sur les océans et sur les communautés marines. Et ces résultats nous ont amené à demander dans quelle mesure on peut jouer, entre guillemets, avec ce gradient anthropique d'un point de vue d'intervention de conservation. Et on était particulièrement intéressé par l'exploration des différences entre le pélagique et le benthique. C'est vraiment un grand sujet d'actualité, surtout dans le contexte des aires marines protégées, parce que l'argument tel qu'il est avancé dit que les grands prédateurs pélagiques, ils se déplacent trop pour pouvoir être protégés efficacement dans les aires marines protégées qui sont fixes dans une région. Donc c'est l'argument. Et les grands prédateurs pélagiques sont vraiment une des groupes taxonomiques les plus vulnérables qu'on a en ce moment. Ici, vous voyez, c'est un papier qui vient sortir en Nature il y a quelques années et qui montre le risque d'extinction pour les requins océaniques. Comment ça a été augmenté ces derniers 40 ans par rapport aux mammifères et aux oiseaux, par exemple. Donc c'est vraiment un énorme problème dans ce secteur. Et on avait aussi utilisé la taille comme indicateur unificatrice. Et pourquoi la taille? Eh bien, comme l'a illustré Peter Bruegel il y a un demi-millénaire, the grosse Wissen essen die Kleine. Donc ça c'est j'arrive pas très bien le hollandais, mais bon. Et en fait, c'est que les écosystèmes marins sont magnifiquement structurés par la taille. Et ça, c'est une différence fondamentale entre les océans et le terrestre. Dans le terrestre, un prédateur peut très facilement manger une proie qui est plus grande qu'elle-même. Mais ça, c'est plutôt l'exception dans les océans. En général, les poissons mangent des poissons qui sont plus petits que d'eux. Et cette contrainte de taille entraîne une variabilité qui est essentielle pour comprendre de nouveaux processus au niveau des écosystèmes, à l'individu, à la reproduction des populations, etc. Et historiquement, de nombreux scientifiques ont fait l'observation que chaque fois que la taille d'un individu augmente de 10 fois, son abondance et sa fréquence diminuent de 10 fois. Donc ici, c'est illustré, en fait, ce phénomène à l'échelle globale, avec, on compare la taille du corps avec son abondance, en fait. Donc plus les animaux sont grands, moins ils sont abondants. Si on y réfléchit, c'est pas très surprenant. Et c'est aussi, notez bien l'échelle algorithmique ou logarithmique, pardon, aux Y et aux ordonnées. Et plus il y a de l'exploitation humaine, eh bien plus ces individus-là sont diminués. Donc en fait, ce qu'on voit sur cette ligne de régression ici, elle devient plus négative. Et ça, c'est une constatation qu'ont fait ces auteurs-là à Athènes récemment. Ils ont comparé la quantité des espèces par rapport à une base de référence pré-industrielle. Et ils voient qu'effectivement, il y a eu cette régression est devenue plus négative. Donc avec ce contexte posé, comment avons-nous procédé? Notre effort d'échantillonnage de breuves à l'échelle globale, maintenant, comprend plus de 17 000 déploiements globalement. Donc ça, je vous ai parlé. Ici, vous avez les déploiements benthiques, donc en orange, et les déploiements pélagiques en bleu. Et donc, c'est vraiment une énorme collaboration avec des chercheurs, une communauté vraiment internationale
Et pour chacun de ces endroits, on a l'abondance, le nombre d'espèces et la taille des individus. Et si vous voulez savoir que 1 million d'individus de leur taille, voilà le jeu de données. Donc chaque point ici, c'est un poisson qui a été mesuré. Et bien sûr, il s'agit d'un... donc en fait, il y a beaucoup de données, mais il y a deux points. C'est que bon, dans le milieu benthique en orange, il y a beaucoup plus d'individus et beaucoup plus d'espèces. Alors que, donc ici, c'est les plus grands, et dans les plus grands individus, c'est surtout des pélagiques. Donc ça, c'est le grand contraste entre ces deux habitats. Le benthique et le pélagique, les plus grands sont dans le pélagique, et les intermédiaires sont dans le benthique. Et vous imaginez, si vous faites du snorkeling et que vous regardez près du fond de la mer, il y a plus d'individus, donc c'est peut-être pas très surprenant. Et quand on analyse, donc on a fait un énorme modèle pour comprendre ce changement de taille, et voilà l'impact de la conservation. Donc ici, on a 3 stades d'intervention, complètement protégés, donc strict AMP, en partie protégé, et complètement ouvert à la pêche. Et ici, on a ce gradient humain, donc proche des villes et loin des villes, proche des villes, loin des villes. Donc la première observation à faire, c'est que les grands individus sont seulement présents dans le pélagique, très éloignés, dans des aires marines strictement protégées. Donc ces tailles-là, ces grandes classes les plus vulnérables, on peut seulement les trouver à ce niveau-là. L'autre, donc bien sûr, plus on est protégé, plus les individus sont grands. Ça, on voit ça dans le benthique et le pélagique. Par contre, on voit que ce gradient, cette pente, elle devient beaucoup plus protégée dans le pélagique que dans le benthique avec la protection. Donc, elle s'accentue avec la protection dans le pélagique, mais c'est l'inverse, en fait, dans le benthique. Et quand on regarde les spectres de taille, cette régression dont je vous ai parlé, on voit que la pente des spectres, elle se change extrêmement beaucoup pour les pélagiques et pas tellement dans les benthiques. Dans les benthiques, il y a plus de résilience. Donc la grande vulnérabilité dans les océans se fond dans le grand bleu, en fait. C'est ces grands individus-là qui sont le plus protégés. Enfin, qui sont le plus vulnérables et qu'il faut plus protéger. Et on voit un plus grand chevauchement des valeurs de pente dans les sites impactés. Donc on voit que les structures des tailles deviennent plus similaires l'un les autres avec l'impact humain. Donc, quelles sont les implications pour la conservation? Eh bien, les poissons pélagiques sont beaucoup plus sensibles que les poissons benthiques. Ça, c'est probablement dû à la faible richesse et les modes d'alimentation pélagique, c'est plutôt carnivore. Hein, il n'y a pas des poissons qui mangent des herbes. Et ce qu'on a vu aussi, qu'on a pu démontrer, c'est que les AMP pélagiques, elles marchent. Elles sont efficaces, elles peuvent protéger les grands prédateurs pélagiques, mais il faut qu'elles soient à distance. Sinon, il n'y a pas vraiment d'impact et elles ne sont pas très efficaces. Par contre, dans le système benthique, on peut avoir beaucoup d'impact et beaucoup d'interventions de conservation efficaces proche des villes. C'est là où on voit le grand changement. On a publié il y a quelques mois, on attend toujours à voir un peu les résultats, comment a réagi le milieu scientifique. Maintenant, on est en train de postuler pour avoir une bourse pour voir quelles sont les conséquences au niveau fonctionnellement et écosystémique.
c'est ce qu'on voit que si ces changements de structure qu'on a identifiés ont des grandes conséquences pour, disons, au niveau combinaison benthique et pélagique. On a aussi également réussi à faire parler Ray Hilborn dans une publication industrielle de pêche. Bon, on a réussi à faire réagir les bonnes personnes en tout cas. Et finalement, je veux bien souligner la nature collaborative de ce travail. Vraiment, beaucoup d'instituts et de collaborateurs ont participé à cette analyse, et bien encadrée par l'FRB et le CESAB. Et aussi, je veux bien remercier l'équipage et tous les techniciens qui ont, il faut y penser quand même, les heures et les heures pour bien analyser toutes ces vidéos et à mesurer ces tailles. C'est vraiment un effort assez incroyable. Et finalement, voilà, financement. Merci beaucoup. Bon, la dernière photo où on voyait le bateau, les cocotiers, vous faites un travail difficile, hein, apparemment. Je vais vous proposer de vous asseoir. Bernadette, vous pouvez nous rejoindre et on va pouvoir poser les questions maintenant. En attendant que les micros passent, Bernadette, il y a une question qui m'est venue à l'esprit. La projection que vous faites pour l'avenir qui vise une harmonie, on va dire, entre l'homme et la nature dans ces explorations, et les propositions que vous faites, elles pourraient être mises en œuvre quand? Est-ce qu'il y a un agenda? Elles sont déjà mises en œuvre. Oui. Je veux dire, le patrimoine de l'humanité, ça a déjà ça fonctionne, l'AIFM. Voilà. Alors, il y a des problèmes avec l'AIFM, hein, notamment sa double vocation de donner des autorisations d'exploitation et en même temps d'être évaluateur. Mais je pense qu'il y a des innovations vraiment qui sont en train de se mettre en place du côté du droit. Ouais. Alors le problème, c'est qu'elles sont locales. C'est pour protéger un fleuve ou pour protéger une zone. Et comment étendre ça à ce qu'on appelle la zone dans l'océan, c'est-à-dire quelque chose qui est extraterritorial et qui n'est pas un lieu bien cerné, quoi. Bien sûr. Voilà. C'était le sens de la question. Voilà. Et donc, je pense qu'on peut y réfléchir. Et en tout cas, le seul fait que des juristes travaillent là-dessus témoigne d'un changement et d'une volonté de changer notre rapport à la nature et d'en finir avec l'attitude de prédateur à l'égard de la nature. En même temps, on voit que le droit peut être régressif, contrairement aux engagements qui ont été pris. La loi sur l'orientation agricole, votée hier, nous en donne une illustration. Mais c'est un autre débat, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ah oui, pardon. Oui, je voulais, merci. Je vais devoir vous quitter. Tu peux te lever, peut-être? Oui. Donc, je suis intervenu tout à l'heure. Pour revenir sur l'invisibilité, oui. Mais voilà. 240 000 espèces connues dans l'océan et un nombre absolument incroyable inconnu. Chaque fois que des gens, notamment sur les grands fonds marins, font des manips, ils remontent des espèces nouvelles. Donc il y a aussi cette dimension-là qui est assez différente de ce qu'on connaît sur le continental. Sur le continental, on découvre encore des espèces, mais voilà, ça fait partie des éléments. Je voulais remercier Bernadette Binsaud-Vincent et puis les collègues du comité éthique en commun pour avoir produit ce travail. Il se trouve qu'on est effectivement à l'origine, et on est à l'origine 2 fois. Ce travail est un écho d'une conférence qu'avait fait Axel Kahn en introduction de la journée biodiversité marine le 12 mars 2020. On lui avait demandé, quand on avait pour introduire cette journée, de nous parler de l'éthique de la virginité. C'était le thème, la question que je lui avais posée, il l'avait traitée. Et d'une certaine manière, il avait un peu ouvert le sujet, mais là, je crois que le comité éthique en commun a permis d'aller beaucoup, beaucoup plus loin.
Sur la manière dont on va donner des suites à ce sujet, je ne vais pas dire quelle suite exacte l'IFREMER aujourd'hui va donner. Ça concerne aussi l'IRD, ça concerne évidemment un peu moins le CIRAD et INRAE. Mais pour donner un exemple, nous avons... D'abord, on a bien entendu le message sur le fait qu'il faut savoir à quel titre on fait de la recherche, pour quelles raisons, quel est le but qui est poursuivi. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est effectivement essentiel. Donc ça, c'est un point important, et ça a été entendu. Après, il faut arriver à le traduire dans la manière dont on monte les projets. Mais pour donner un exemple plus concret, il va y avoir un programme et équipement prioritaire de recherche qui s'appelle le Grand Fonds Marin, qui a été acté. Et dans le cadre de ce programme équipement prioritaire de recherche, les porteurs, qu'ils soient CNRS, IRD ou IFREMER, souhaitent qu'il y ait un comité de parties prenantes qui soit mobilisé pour apporter, je pense, un élément de réponse, une partie des regards que vous avez appelés. Et nous-mêmes, on a déjà sollicité notre comité des parties prenantes de l'IFREMER sur ce même sujet. Donc, on se retrouve aujourd'hui sur la question des grands fonds marins et de leur protection avec finalement un avis. Notre comité scientifique avait regardé la question au titre de la valeur de la connaissance vue par des scientifiques. Le comité éthique en commun est en train de regarder le sujet. Et le comité des parties prenantes, dans lequel on va avoir une diversité d'intervenants, qui peuvent être aussi bien des associations que des entreprises, que des collectivités, enfin des gens qui ne sont pas forcément des spécialistes, vont aussi regarder cette question-là. Donc voilà une des manières qu'on va avoir de donner une suite à ce travail que vous avez fait et pour lequel moi je vous remercie. Des questions. Je voudrais juste dire un mot sur ce que tu as évoqué tout à l'heure, la notion de protection qui revient sans cesse dans nos réflexions. Cette notion reste ambiguë. On parle beaucoup de protection et aujourd'hui de protection forte. Quelle est la protection forte? C'est très mal défini en vérité. Et on se rend compte que dans la protection forte, en perspective, il peut y avoir des activités humaines multiples qui, a priori, ne sont pas compatibles avec l'idée de protection forte. Alors on nous explique que dès lors qu'on démontre que ces activités humaines n'ont pas d'impact direct, on peut les intégrer et les admettre. C'est quand même pas très clair tout ça. Et je vois que Bernard Chevassieux, lui, a un micro, donc il a envie de prendre la parole. Et donc je vais lui dire la parole. Oui, c'était pour tenter un résumé pour les nuls de ce qu'on a entendu sur l'effet de la protection. Est-ce qu'on peut dire donc, suite à ton exposé, que si on met des aires marines protégées à proximité des côtes, avec une protection forte, il est évident qu'il faut y interdire le chalutage de fond, mais que par contre, la pêche au pélagique peut être autorisée. Est-ce que le résumé pour les nuls, c'est celui-là? Oui, il y a toujours un risque à dire l'un ou l'autre. Je pense que pour le chalutage au fond, la réponse est plutôt simple. Oui, c'est très difficile à justifier ces modes d'exploitation-là qui sont très destructifs, que ce soit au large ou que ce soit à distance ou que ce soit proche des villes. L'impact qu'on voit et l'efficacité des aires marines protégées, justement proche des villes, pour le benthique, c'est justement lié à l'habitat, je pense. Et dès qu'on accepte le chalutage, il y a tellement de pertes de structures de taille et de processus écologiques qui sont perdus. Donc je pense même qu'on pourrait accepter, on pourrait pêcher plus efficacement si on arrêtait toutes les destructions toutes les pratiques qui détruisent les habitats, même pas que dans les aires marines protégées. Donc, pour cette question, j'hésite à dire oui à ta question directe sur les espèces, la pêche pélagique, parce que forcément, il y a toujours du bycatch, il y a toujours des espèces non visées qui vont être attrapées. Mais en tout cas, tout ce que je dis, c'est qu'il faut pas avoir trop d'ambition pour protéger les espèces pélagiques proches des villes. C'est juste, c'est ma conclusion. Tom, une autre question. J'ai été étonné quand vous indiquez qu'au fond, il y a plus de requins au large que près des côtes. Est-ce que j'ai compris ça?
Alors qu'on voit bien, par exemple, à La Réunion, que l'un des problèmes, c'est que les requins viennent en raison des activités humaines et notamment des élevages marins que l'on peut faire ici et là et qui attirent davantage les requins. C'est pas vraiment ce que... Alors, c'est ce que j'avais mal compris. C'est à distance. Ah. Donc, il y a bien sûr, c'est confondu, la distance aux côtes et aux humains, c'est confondu, mais on peut avoir des îles où il n'y a pas d'humains. Donc, les deux ne sont pas forcément indépendants. D'accord. Mais vous aviez indiqué qu'ils étaient plus nombreux pélagiques, on va dire, que près des côtes, ou pas? Ça, non, mais forcément, bon, si le fond de mer est à 10 mètres, on ne va pas y mettre une caméra à pâté pour mesurer les pélagiques. Donc, bon, il y a une distinction quand même. Merci. Autre question? Oui. Oui, Philippe Billet, le Conseil scientifique de l'EFRB. Merci pour votre intervention. Vous avez interpellé les juristes. Alors, en tant que juriste, je vais me permettre d'essayer de vous apporter une contradiction, si ce n'est une réponse. Je suis très sensible à ces trois structures que vous nous proposez pour essayer éventuellement de revoir un peu les interrelations qu'on peut avoir entre l'homme et la nature, en l'occurrence ici l'océan, et notamment par le truchement de la personnification que défend notamment Sarah Van Huxen et d'autres. Mais j'ai quand même quelques doutes. Alors peut-être est-ce lié à ma culture de droit romain, où il y a d'un côté les personnes et de l'autre les choses, et tout ce qui n'est pas une chose, et tout ce qui n'est pas une personne est nécessairement une chose. Mais c'est surtout le fait que c'est une voie qui est assez délicate. C'est une voie qui est assez délicate parce que il faut pouvoir déjà identifier ce que l'on veut personnifier. Donc il faut qu'il y ait une individualité, ce qui est relativement facile, enfin facile, j'entends juridiquement, peut-être qu'a pu le faire la Nouvelle-Zélande, par exemple, puisqu'on a un écosystème identifié. S'agissant de l'océan, c'est un peu plus délicat. C'est où? C'est où? C'est qui? Et dès lors qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont des enjeux notamment financiers, il y a beaucoup plus de recul à avancer dans cette personnification. Et ensuite, le problème de qualifier de personne non-human person ou d'autres qualificatifs, c'est que c'est forcément disqualifiant parce que ça nécessite des choix qui sont des choix humains. Qu'est-ce qui justifierait qu'on protège plus le grand panda que le ver de terre si on voulait avoir une personnalité juridique? Donc ça pose aussi des problèmes philosophiques et éthiques, hein, comme vous le savez. Alors c'est très intéressant parce que ça réinterroge, en tout cas pour ce qui me concerne, ça réinterroge nos modèles. Donc ça permet éventuellement d'aller chercher autre chose, non pas de personnifier la nature, mais d'attribuer une autre forme de responsabilité de l'homme vis-à-vis de son environnement. Et là, je serais peut-être plus, moi, sur cette voie d'anthropocentrisme dans ce cadre-là. S'agissant ensuite de la protection en tant que telle, il n'est pas certain qu'en personnifiant, on protège complètement, puisque ça réserve quand même aussi un droit d'exploitation de l'homme, ou en tout cas de prélèvement. Vous l'avez très bien expliqué avec la règle des grands fonds marins. Et je me suis demandé si, pour vraiment protéger, on n'aurait pas pu appliquer le statut antarctique, c'est-à-dire faire des espaces de paix et de science dans les grands fonds, plutôt que ce qu'on a fait la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, qui permet justement cette exploitation, à quelques privilégiés d'ailleurs, hein, ceux qui ont les moyens techniques. Je vais proposer à Bernadette de répondre parce que voilà. Mais c'était la fin de ma dernière question. C'était la fin de ma question. C'était la fin de ma question. Voilà. Bonne question, au demeurant. Mais qu'est-ce que vous pensez d'une approche un peu différenciée de celle qui consisterait à personnifier comme telle? Oui, merci de cette nuance. C'est bien pour ça que nous avons distingué propriété de la terre et personnification, personnalité juridique. Parce qu'il me semble que la voie personnification est délicate. Et puis elle passe très bien dans certaines cultures, c'est pas un hasard si c'est la Bolivie, des cultures animistes. Elle passe moins bien en Occident. Tandis que la notion de propriété de la terre qui définit un lieu et qui considère ce lieu comme un lieu d'habitat à partager. Et ça, c'est une piste à creuser qui est tout à fait nouvelle, et c'est pour ça que j'ai dit à inventer. C'est vraiment à inventer, mais on est capable d'inventer des choses. Je suis optimiste. Enfin, je fais confiance aux Merci. Une dernière question. Oui, merci Madame Villemain, ministère de la Recherche. Je reviens aussi sur les questions d'éthique
J'ai trouvé vraiment très intéressant que vous ameniez, que l'on pose la question des motivations de la recherche dans une dimension éthique. C'est relativement nouveau quand même, et en même temps, ça fait écho à plein de choses qui sont en train de se passer du point de vue de la transition écologique, puisque le ministère est en train de déployer en ce moment son plan transition écologique et énergétique, et en cela demande à tous les établissements de recherche de quantifier leurs émissions de gaz à effet de serre, de quantifier leur impact et d'avoir un plan pour les réduire. Alors bien sûr, comme toujours dans ce cas-là, on arrive un peu après que les chercheurs se sont déjà saisis de la question, et il y a plein d'initiatives, Labo 1.5, des choses comme ça, où les chercheurs se demandent, bon, cette conférence, bien sûr, elle est intéressante, elle est importante, mais est-ce que je vais vraiment prendre l'avion, faire une moitié de tour du monde pour cela, et quel est l'impact ? Et je trouve ça intéressant, ça nous replace, ça nous déplace plutôt vers le point nature as culture du triangle, où le chercheur questionne son impact sur l'environnement au-delà de la sacro-sainte acquisition de connaissances. Oui, et un autre avis que le comité d'éthique en commun vient de publier est certainement sur l'engagement des chercheurs comme droit ou devoir face à l'urgence climatique, au dérèglement climatique, et le CNRS a aussi fait 2 avis là-dessus. Donc vous avez tout à fait raison, c'est aujourd'hui une question pressante vraiment, que les chercheurs, enfin, tout le personnel de la recherche prenne position sur ces questions. Mais on va conclure là-dessus. Le ministère de la Recherche a toujours raison, au fond. Et on le remercie ici à la FRB. Bon, alors je vais passer, maintenant je vous remercie infiniment, je vais passer la parole à Claude Fromageau, qui est vice-président du COS et administrateur de l'association. Pas tout de suite, me dit-on. Alors, Claude, tu vas attendre, pardon. Merci Alain. Claude, oui, je vais te demander de patienter un tout petit peu. Alors, comme on vous l'a expliqué, la journée elle va se dérouler au rythme des 3 dimensions de ce Nature Future Framework. Et chacune de ces parties sera ponctuée par un quiz. Donc un exercice ludique, mais qui, je l'espère, ne sera pas trop trivial. Pour refermer la parenthèse de cette partie nature pour la nature, on va aborder une thématique qui finalement a déjà été un petit peu abordée lors des précédentes présentations, l'échange, et puis aussi par monsieur Cyril Gomez. C'est celui des aires marines protégées, donc probablement l'outil le plus connu du grand public pour ce qui est de la protection et de la conservation de la biodiversité. Je tiens à vous préciser également que les sujets de ces quiz, ce sera une introduction, une ouverture à la discussion, plus qu'une démonstration d'expertise. Alors bien qu'étant un peu familier du domaine, si vous souhaitez approfondir le sujet, je serais heureux de partager avec vous après ces échanges et puis vous rediriger éventuellement vers des personnes référentes si je n'arrive pas à répondre à vos questions. Donc l'idée de ce premier quiz, ça va être de se placer dans le contexte du nouveau cadre mondial et, comme l'a également rappelé M. Gomez, qui dit cadre mondial et AMP dit cible 3 du cadre mondial, qui nous enjoint à conserver 30% des zones terrestres marines, ici c'est ce qui nous concerne le plus, les zones côtières et littorales, à l'horizon 2030. Et pour cela, donc, chaque État est convié à réfléchir aux solutions pour créer et agrandir les aires protégées déjà existantes. Donc le contexte de cette réflexion, on se base sur une région française qui possède déjà 2 aires marines protégées en place, qui sont là depuis une quinzaine d'années. Elles couvrent environ 1000 hectares chacune et 10% de leur surface est située, est intégralement protégée. L'objectif de notre gestionnaire, c'est d'arriver à une surface totale de 5000 hectares. Et pour atteindre du coup, cet objectif, il réfléchit à 3 solutions possibles.
Donc, je vais vous demander de bien visualiser ces solutions parce qu'après, lors du vote, elles ne seront plus affichées. La première solution, ça serait de créer une très grande aire marine qui fait 7000 hectares, donc elle dépasse l'objectif. Elle est créée dans une zone qui est déjà bien dégradée, avec pour espoir donc, de générer des gains de biodiversité et de services écosystémiques significatifs et rapides. Et pour cela, on décide de réouvrir les 2 autres aires marines, comme ça facilite le discours et puis l'acceptation par les acteurs locaux de cette grande et nouvelle aire marine. La deuxième solution, deuxième stratégie envisagée, ça va être de conserver ces 2 petites AMP qui sont déjà en place, et puis d'en créer une troisième. Donc la troisième, on fait à peu près 3000 hectares, et comme ça, on atteint tout pile l'objectif, on rentre dans les clous. La troisième stratégie, on ne se limite pas seulement à les conserver, mais on augmente ces 2 aires marines déjà existantes, suffisamment chacune, pour effectivement arriver là aussi, tout pile, à l'objectif de 5000 hectares. Je vous laisse un petit peu de temps pour bien visualiser tout ça, et après, on va passer au vote. C'est bon pour tout le monde. Alors, le petit exercice. Vous avez un QR code qui est situé tout en haut à gauche de l'écran. Alors, je vais vous demander avec votre téléphone de flasher ce QR code. Et si jamais vous n'avez pas un téléphone qui permet de faire ça, vous pouvez toujours rejoindre le vote à l'adresse slido.com avec le hashtag qui est juste en dessous. Voilà, et au fur et à mesure, on va voir les participants s'ajouter. Et quand j'aurai le signe de la régie, nous passerons. C'est mieux de mettre son nom. Ok, super. Bon, je vois qu'il y a plein de monde qui a réussi. Ok. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a assez de monde? Très bien. Alors, c'est parti. Du coup, la question que je vous pose, c'est quelle est selon vous la fausse bonne idée parmi les 3 propositions? Quelle est selon vous la stratégie la moins pertinente à mettre en place pour atteindre l'objectif? Donc option 1, la création de la grande aire protégée et la réouverture totale des 2 autres. L'option 2, la conservation des 2 AMP existantes. La création d'une 3e. Et enfin, proposition 3, l'agrandissement des 2 AMP existantes. Je vous laisse prendre le temps de voter. Oui, il y a une petite question. Qu'est-ce qui vous paraît le moins pertinent? Il y a 3 idées, et du coup, la fausse bonne idée, ça serait celle qui serait la moins pertinente. Alors, c'est parti. On va découvrir les résultats. Voilà. Très bien. Donc 74% des votants pour la première, 18% pour la seconde et 8% pour la troisième. Alors, mais on va essayer de discuter de ça ensemble. Si on peut faire passer les micros, du coup, dans l'Assemblée, je voudrais des volontaires un peu pour expliquer les choix, quels sont les arguments qui ont guidé votre réflexion. Peut-être pour ceux qui ont voté pour la première dans un premier temps. Est-ce que quelqu'un qui a voté pour la première pourrait y aller? Moi, j'ai voté la première, et c'est par expérience. Et plus récemment, la réserve des 7 îles, par exemple, on a mis près de 30 ans à faire l'agrandissement qui vient d'être réalisé, et on a vu qu'il avait fallu négocier, éclairer, expliquer à l'occasion de nombreuses réunions avec les différents acteurs locaux, les pêcheurs à pied, les plaisanciers, etc. Mais c'est comme ça que dans la logique, on élargit dans l'intérêt général les espaces déjà protégés. Voilà, donc c'est la une qui me paraît la plus judicieuse. Très bien. L'inverse, autant pour moi, la 3. La moins pertinente. Autant pour moi. Ok.
Je vois qu'il y a une autre main levée. Merci beaucoup. Niels Ferrand, INRAE. Je suis désolé, moi je trouve que c'est une fausse bonne question, tout simplement parce que la question du mode de gouvernance en amont et du mode de participation justement n'est pas posée, comme disait Alain Beaugrand-Dubourg sur un exemple. En fait, vous ne demandez pas comment le résultat va être atteint. Et de fait, c'est le point critique, indépendamment du résultat à atteindre. Les conditions de dialogue avec les acteurs et les parties prenantes me paraissent absolument centrales. Et en gros, pour moi, on ne peut pas répondre à cette question sans poser la question en amont de la gouvernance. Désolé de le décaler. Non, je comprends tout à fait. C'est un sujet qui est beaucoup plus complexe que ça en apparence, mais pour garder un aspect un petit peu ludique du quiz, on était resté dans des informations, on va dire, relativement simples. Après, l'objectif, c'était purement en termes de surface, là. Et donc, les solutions, c'était soit en créer une nouvelle, les agrandir, ou en faire une grande et supprimer la première. Donc, je suis complètement d'accord avec vous. Il y a peut-être des informations manquantes. Est-ce qu'il y a une autre réflexion? Est-ce qu'il y a eu d'autres arguments avancés pour des personnes qui auraient choisi l'option 1? Oui. Merci. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait une réserve benthique et une réserve pélagique. Et donc, je me suis dit, si on n'en a qu'une seule, on n'aura pas. Enfin, on va en sacrifier une. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que c'est tout pour la première? On a notre avis. Je ne sais pas si c'était une bonne façon de penser, mais moi, je me suis dit, il vaut mieux un réseau de petites aires. Et ensuite, j'ai regardé le pourcentage de protection stricte. Donc, si on agrandit, on a 10% d'une grande zone, mais si on en a plusieurs, enfin, en fait, ça faisait plus de zones en protection stricte dans la 2 et la 3. Voilà. Mais après, entre la 2 et la 3, moi, j'ai eu plus de doutes, donc je suis curieuse d'avoir les arguments pour la suite. Donc là, si je synthétise brièvement, du coup, Alain nous a parlé de l'âge un peu et de la complexité à mettre en place ces aires protégées, et puis après on a eu donc les réseaux avec peut-être là-dessous la connexion et les niveaux de protection. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient voté, qui auraient considéré que l'option 2 ou l'option 3 éventuellement n'était pas pertinente, était moins pertinente que les autres, et pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait exposer ces arguments? Oui. J'ai l'impression qu'il faut quand même une certaine taille pour avoir une certaine efficacité, et que de diviser en 3, bah c'est quand même moins bien que d'avoir 1 ou d'avoir 2. Voilà. Très bien, c'est un argument qui s'entend aussi. Ok. Est-ce qu'on a un dernier avis? Peut-être, oui. Juste ici. Donc, moi, j'ai choisi, en fait, en fausse bonne idée, l'option 2, parce que la création de 3 zones, j'ai pensé au corridor écologique. Je me demande si ça existe aussi au niveau de l'océan, ça existe sur Terre, mais peut-être aussi au fond des océans. Donc, voilà, j'ai pensé à ça en prenant cette option. Il n'y a pas de lien entre les 3 aires. Voilà. D'accord, il n'y a pas de lien entre les 3 aires. Ok, et donc les séparations agiraient un peu comme des ruptures de ces corridors. Très bien, ok. Alors, je vous partage, donc évidemment, la fausse bonne idée, en fait, on a considéré que c'était l'option 1. Il y a plusieurs études qui démontrent un peu les arguments qu'on a eu un peu dans la salle, mais la communauté s'accorde quand même à dire que une fois qu'on réouvre les aires protégées, on a quasiment systématiquement une perte très rapide, du moins en ce qui concerne certaines ressources. Le gain qu'on aura accumulé pendant toutes ces années, il y a un très fort risque de le perdre très très rapidement. Et on sait, comme l'a souligné Alain, que c'est des zones qui sont très complexes à mettre en œuvre, et donc la réouverture, c'est s'exposer à potentiellement ne pas réussir à réimplanter, à réinstaurer l'aire protégée après. Je vous partage deux références donc, qui retracent un petit peu les arguments qu'on a exprimés.
qui sont un peu liés avec les pêcheries. C'est une des fortes problématiques des AMP, et notamment de leur mise en place. Mais ces papiers ils démontrent que en fait, les bénéfices en termes de conservation des captures, ils augmentent avec le niveau d'accroissement, le niveau de protection. Donc ça, vraiment, les protections intégrales, c'est un élément qui est très important. Et puis, les captures, elles sont également meilleures dans les zones situées entre les AMP, finalement. Donc même si dans l'esprit, ça peut être considéré comme une rupture de réseau, si on a plusieurs AMP, on peut avoir un effet bénéfique en dehors de ces AMP. C'est la prise en compte du facteur de connectivité, en fait. Donc il va y avoir deux éléments dans cette connectivité. Ça va être la dispersion larvaire et puis pardon, excusez-moi, j'ai un petit blanc. Hop. L'autre élément, je le retrouverai plus tard, c'est pas grave. Et l'effet cascade. L'effet cascade des aires marines protégées, du coup, avec les bénéfices qui vont se répandre autour. Et puis la deuxième référence que je vous propose, du coup, c'est une étude sur les réseaux, justement, d'aires marines protégées. Et on voit très bien que les abondances et les biomasses de poissons à fort intérêt commercial, elles sont plus importantes dans ces aires-là. Et que parfois, dans les zones qui sont très peu réglementées, on a une différence qui est quasi insignifiante avec les zones en dehors des aires marines protégées. Et encore une fois, cette publication, elle démontre aussi que quand on a une aire intégrale adjacente, les bénéfices sont d'autant plus importants dans les aires partiellement protégées. Voilà. Je vous remercie à tous. Donc on clôture ce temps-là. Et donc c'était le temps nature pour la nature. Mais on a pu voir que les aires marines protégées, en fait, elles résonnent un petit peu sur les deux autres dimensions du NFF. Les aires marines protégées, elles ont aussi une dimension éducative. Et puis, évidemment, avec la régulation des pêches dans les zones à protection partielle, on est un petit peu aussi dans la dimension de nature pour la société. Voilà. Je vous remercie et je vais appeler Claude. Du coup, c'est le moment. Merci à tous.